Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur RAL 24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Statutairement, le Sahara occidental a été reconnu comme un pays en voie de décolonisation par les instances internationales. Mais le Maroc tente de faire passer l'annexion du Sahara occidental aux portes et profits de l'histoire. Il mène une politique de colonisation semblable à celle de l'entité sioniste en Palestine, en y envoyant nombreux civils y résider sur place et investissant un budget important pour construire dans les principales villes, en particulier la capitale El Ayoun, une infrastructure moderne, habitations, stades, hôpitaux, routes ou encore des écoles. Tels sont les mots de Sophie Karatini, anthropologue qui a consacré plusieurs ouvrages à la lutte du peuple sahraoui. Ces mots nous font rentrer sans détour dans le sujet, dans le vif du sujet. Il sera question ce soir pour nous d'aborder la question du Sahara occidental. Ce 13 novembre marque la date ultime, la rupture du cessez-le-feu. Le 13 novembre 2020. Pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir par celui qu'on ne présente plus, Saïd Ayachi, président du Comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Monsieur Ayachi, bonsoir. Salam. J'aurai aussi le plaisir d'être accompagné depuis Bruxelles par El-Kanti Bala, représentant du Front Polisario chargé des missions à Bruxelles. Bonsoir, monsieur Bala. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Nous rentrons directement dans le vif du sujet avec vous, monsieur Ayachi, si vous me le permettez. Je commence avec vous. Le peuple sahraoui, on connaît peu de choses sur ce peuple qui se bat depuis près d'un siècle contre les colonialismes. Pouvez-vous nous en dire plus, monsieur Ayachi ? Oui, aussi loin que l'on remonte dans le temps, le peuple sahraoui a toujours existé. Ce n'est ni une peuplade, ni une population. C'est un peuple tel que défini par les normes internationales. En ce sens, il y a une langue, la Hassaniya, il y a une histoire, une trajectoire historique. Le peuple sahraoui est l'héritier des Mourabitoun du XIIIe, XIVe, XVe siècle. Et il y a une structure sociale, une structuration sociale, donc structuration tribale, mais très hiérarchisée, avec ses us et coutumes, avec sa jma'a, c'est-à-dire une instance de gestion de la communauté. Et il y a surtout une résistance face à l'occupation. Je voudrais signaler qu'en 1884, la conférence de Berlin a attribué de facto le territoire aux Espagnols qui s'y sont installés, pas plus loin que la côte, que les côtes au départ, parce que le peuple sahraoui lui-même était donc un peuple de caravaniers, un peuple de marchands, un peuple aussi par endroits sédentaire, puisque il y avait donc l'élevage des troupeaux de chameaux. Ce peuple, dès qu'il y a une présence étrangère, donc a constitué des épisodes de résistance, comme cela s'est passé chez nous en Algérie. Donc ce sont des étapes qui se succèdent l'une l'autre, avec bien sûr des intermèdes. Donc les Sahraouis ont formé le Front Polisario, qui est le mouvement de libération du peuple sahraoui et qui est reconnu comme représentant unique et légitime du peuple, de ce même peuple sahraoui, qui d'abord a mené la résistance contre l'occupant espagnol, puis après contre la colonisation marocaine du territoire. Un peuple qui résiste. Monsieur Kantibala, ma question justement, qui est le peuple sahraoui? Pouvez-vous nous en dire plus sur ce peuple? Eh bien, le peuple sahraoui est un peuple qui a son histoire, ses caractéristiques propres à lui, qui fait qu'il a parfaitement le droit à construire son État sur son propre territoire, tel qu'il lui est reconnu internationalement. Et à partir de là, on constate que le peuple sahraoui est conscient de son identité, conscient de sa nation, et il ne tergiverse pas, il ne marchande pas ses droits. Pour lui, ses droits sont sacrés et est prêt pour les défendre jusqu'au bout, car de toute façon, il n'y a pas autre issue
que de vouloir vivre libre, loin du joug colonial et loin de l'oppression. Et ce que dit M. Ayashi à propos du peuple sahraoui dans l'histoire ancienne et présente est attesté par des documents historiques, par des témoignages de naufragés qui, à l'époque, ne connaissaient pas ce qui se passe actuellement, est attesté par des documents diplomatiques, y compris par des lettres des rois du Maroc. Il y en a une qui est restée célèbre, où le roi du Maroc, Mohamed III, écrivait au roi d'Espagne, il disait au roi d'Espagne qu'il n'a aucune souveraineté sur la population qui se trouve au sud du Ouadnoun. Or, quand on voit l'Ouadnoun, c'est bien au nord des frontières actuelles du Sahara occidental. De même qu'il y a d'autres documents attestant du fait que le peuple sahraoui n'a jamais relevé de la souveraineté des rois de Marrakech ou de Fès. Et d'ailleurs l'Espagne, M. Ayashi l'a rappelé, quand elle est venue mandatée, entre guillemets, par la conférence de Berlin pour asseoir sa domination sur le Sahara occidental, n'est pas allée chercher l'accord chez un roi quelconque au Maroc, mais elle a obtenu l'accord des chefs de tribus du Sahara occidental. Et de ce document-là qui existe, découlait la légitimité coloniale, s'entend, de l'Espagne sur le Sahara occidental. Évidemment, le droit colonial a volé en éclats avec l'émancipation des peuples et la construction des États-nations, et le peuple sahraoui, qui n'a jamais eu de lien de vassalité vis-à-vis des rois du Maroc, s'est trouvé en toute légitimité en droit de revendiquer son existence sur le territoire de ses ancêtres. Et ce processus décolonial est tellement légitime qu'aucun État ne contestait cette légitimité. On a récemment le témoignage de Abdeslam Gelloud, qui disait dans son livre et dans son entretien sur France 24 qu'il est venu voir Hassan II lui disant qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour aider le Sahara occidental à se décoloniser. La réponse de Hassan II était que, écoutez, j'ai d'autres chats à fouetter, le Sahara occidental c'est loin de mes préoccupations, faites ce que vous voulez. Ça ne relève pas de ma souveraineté. C'était quelque chose comme ça. Hein. Et donc, le Sahara occidental était loin des préoccupations des dirigeants du Maroc. Mais il faut quand même savoir que ce régime marocain n'est pas un régime autonome. Nous y reviendrons sur ce point dans la deuxième partie de l'émission. J'ai une dernière question, si vous le permettez, Monsieur Kantibala. En dépit de la colonisation que subit le Sahara occidental et son peuple depuis des décennies, l'identité reste quelque chose de primordial pour ce peuple. Un mot sur cette question identitaire. Eh bien, il y a quelque chose de très simple. Pour les Sahraouis, vous savez, l'idée d'État-nation est une idée européenne récente. Pour les Sahraouis, leur voisin immédiat du Nord, c'est les gens du Souss qui parlent le chleu. Et de cette qualité-là est venu le qualificatif de tous les Marocains de chlouh. Demandez à n'importe quel Sahraoui, pour lui, le Maroc, c'est d'abord les chlouh. Et donc, parce que c'est une frontière linguistique, c'est une frontière également géographique. Les Sahraouis vivent dans le désert, les Marocains qui sont, pour les Sahraouis, les chlouh, vivent dans les montagnes, ils sont des agriculteurs, pas nomades en général, et donc les habits, les traditions sont tout à fait différents de nos voisins immédiats du Nord, et par conséquent aussi du reste de ce qui constitue aujourd'hui le peuple marocain et le Maroc en tant que tel. Cette identité est parfaitement distincte de l'identité du Maroc, en particulier au niveau du Hassaniya, qui est une famille linguistique un peu différente de la famille linguistique arabe du Nord, marocain. Par ailleurs, je pense que, en fait, historiquement, la population constitutive du Sahara occidental venait plutôt de l'Est, c'est-à-dire de l'Algérie et au-delà.
c'est tout à fait logique. En arrivant à la fin du monde connu, c'est-à-dire à l'Atlantique, ils s'arrêtaient et s'installaient au Sahara occidental. D'où d'ailleurs la similarité extraordinaire entre le Hassaniya du Sahara occidental et aussi l'arabe dialectal du sud algérien, y compris jusqu'au nord, à Jelfa. Et donc, la différence est complètement nette entre nos voisins géographiques immédiats du nord, c'est-à-dire les Chlouars devenus marocains dans la mentalité sahraoui. Et donc, c'est cette identité, c'est cette manière d'être dans le monde que les Sahraouis entendent défendre coûte que coûte. Et venant les indépendances nationales, a renforcé l'idée que les Sahraouis ne peuvent absolument pas vivre au sein du Maroc, sans parler des diverses trahisons dans l'histoire qu'ont commis les rois du Maroc contre les Sahraouis. Les dernières d'entre elles, c'est durant l'opération Écouvion, Ouragan, où Hassan II avait participé aux côtés de l'armée espagnole et marocaine à démanteler la résistance sahraoui en 1958. Donc tout cela est vivace dans la mémoire des Sahraouis, et donc la rupture nette et définitive avec le régime marocain et avec le Maroc en tant que tel, c'est évidemment cette invasion barbare de 1975 que les Sahraouis continuent encore aujourd'hui à lutter pour bouter hors des frontières ce Maroc colonialiste. Très bien, merci Monsieur Kantibala. Ça sera la fin de notre première partie et je vais rebondir directement avec vous, Monsieur Ayachi, et vous poser la première question de notre deuxième partie. Ma question est, si on revient à la description de l'anthropologue Sophie Carantini et à la lumière de ce que vient de nous dire Kantibala, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la question de la colonisation du Sahara occidental par le Maroc est une colonisation de peuplement ? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'ajouter juste très rapidement un mot sur votre question à propos de l'identité du peuple sahraoui. Cela, bien sûr, ne fait aucun doute, non seulement les travaux de Sophie Carantini, mais les travaux de Sébastien Boulay, comme d'autres anthropologues et ethnologues d'ailleurs, qui ont maintenant démontré de façon scientifique et définitive les origines de ce peuple, qui ne fait plus de doute quant à sa généalogie, quant à sa hégémonie comme peuple, en tant que peuple indiscutable. Mais laissez-moi vous dire que dans, j'allais dire, mon militantisme d'accompagner les Sahraouis dans les justes combats pour la liberté et l'indépendance, j'ai rencontré beaucoup de familles algériennes, de patronymes algériens, qui tous revendiquaient qu'ils sont originaires du Sahara occidental. Et donc, ce déplacement d'immigration dont on parlait Kantibala tout à l'heure était dans les deux sens. Et maintenant, vous trouvez beaucoup de familles, que ce soit à l'ouest, au centre, à l'est du pays, qui revendiquent l'origine au Sahara occidental, et ça, vous pouvez le vérifier sur le terrain. Par ailleurs, d'ailleurs, nous avons constaté à plusieurs reprises comment les Sahraouis eux-mêmes trouvent leur attache avec, en tout cas, les populations algériennes. Si l'on considère qu'il y a des phonèmes, qu'il y a des mots qui sont d'origine berbère et amazigh au Sahara occidental lui-même, y compris le nom de certaines villes. Et pour répondre à votre question, effectivement, en fait, le complot qui a été ourdi en 1975 contre le Sahara occidental, et cela avec malheureusement des soutiens de grands pays, quant à l'invasion, c'est le terme, du Sahara occidental qui a été faite à l'occasion de cette marche noire de 1975, c'était effectivement une colonisation de peuplement, puisqu'il y avait, on parle de 300 000, mais même si le chiffre est inexact, c'est bien des colons qu'on voulait installer en territoire sahraoui, qui d'ailleurs, dans votre introduction, vous l'avez bien dit, qui va vers cette occupation de l'espace du Sahara occidental, et dans lequel le Maroc, d'ailleurs, maintenant, s'incruste de façon, j'allais dire, consistante, dans la mesure où il y a des travaux, il y a des immeubles, il y a des ports, il y a toutes choses qu'un colonisateur, nous l'avons vécu nous-mêmes en Algérie,
et s'installent non pas pour les bienfaits de la population autochtone du pays, mais pour en tirer les bénéfices que nous voyons par ailleurs. Et donc, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne reconnaît pas ce statut de colonie de peuplement, M. Ayachi? non, elle est de fait. Elle est de fait. Ce que pratique le Maroc au Sahara occidental, c'est une politique de fait accomplie, et cela, bien sûr, nous rappelle tout simplement ce qui se passe en Cisjordanie, de la part de l'entité sioniste. C'est les colons qui s'installent, et puis ils sont là, pendant que, de l'autre côté, on manœuvre pour que les négociations n'aient pas lieu. Nous l'avons vécu après la démission d'ordre scolaire pendant 28 mois sans envoyé personnel, qui a pour mission de dynamiser les négociations entre les deux belligérants que sont le Front Polisario et le Rhum du Maroc. Et de l'autre côté, on s'installe, on fait perdurer les trucs, on empêche les envoyés personnels de travailler. Et pendant ce temps-là, le Maroc s'installe d'une certaine façon, et de l'autre côté, il spolie les ressources naturelles du Sahara occidental. Rappelez-vous, si vous le permettez très rapidement, rappelez-vous cette parodie, cette mascarade des consulats qu'on a ouverts au Sahara occidental. C'est juste pour dire, mais nous sommes chez nous et les gens nous reconnaissent. Rappelez-vous aussi cette histoire du tweet de Trump en 2020 qui a dit les États-Unis reconnaissent la souveraineté des États-Unis sur le Maroc du Sahara occidental, sans qu'il y ait d'ailleurs de conséquences diplomatiques vraiment, prégnantes. Et il y a chez le Maroc une stratégie, la stratégie de la fuite en avant, la stratégie de gagner du temps, la stratégie de s'incruster et d'amener petit à petit des gens à accepter, banaliser le fait que le Maroc soit au Sahara occidental. Évidemment, cela, les Marocains, ou le régime marocain, le fait sans compter avec quelque chose sur lequel les Sahraouis en premier lieu, mais tous les gens qui les accompagnent, tablent de façon sérieuse et exigeante, c'est le droit international. Justement, Kantibala, M. Ayachi vient de nous dire qu'il y a de la torture, il y a de l'expansion, il y a de l'accaparement des terres. Les eaux poissonneuses du Sahara occidental sont exploitées par le royaume du Maroc. La rupture du cessez-le-feu qui a quand même duré de 1991 jusqu'à 2020, tout ça, et le Maroc ne craint aucune sanction internationale. Monsieur Kantibala, pourquoi le Maroc aujourd'hui ne craint aucune sanction des instances internationales vis-à-vis de ses agissements au Sahara occidental? Moi, ce que je pense, c'est que tout comme l'existence du sionisme au Moyen-Orient est quelque part coïncide avec des intérêts anglo-saxons au départ et en général occidentaux, l'on a trouvé dans le régime futur du Maroc indépendant une espèce de régime qui devait être similaire à ce qui existe au Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est extrêmement surprenant et frappant de voir comment une telle monarchie tellement fragile avant l'indépendance, tellement faible, qui, au lendemain de sa naissance, commence à revendiquer de grandes parties de l'Algérie. C'est tout simplement invraisemblable. Revendiquer toute la Mauritanie sans aucune crainte du droit international naissant après la Seconde Guerre mondiale et qui ne tergiversait pas avec l'expansion territoriale ou avec les guerres coloniales. Voilà un régime tellement faible, tellement naissant qui se mettait à revendiquer la Mauritanie et même à se préparer à l'envahir, à revendiquer l'Algérie et par la suite le Sahara occidental. Évidemment, c'est un régime proxy. Tout converge pour confirmer ce fait, et tous ceux qui disent le contraire n'ont vraiment peu de preuves. Ce régime est un régime, évidemment, je le dis, proxy, qui agit selon des agendas extérieurs à la région. Et je rappelais tout à l'heure la rencontre entre Abdeslam Gelloud et Hassan II. Hassan II qui disait qu'il n'avait rien à voir avec le Sahara occidental, et soudainement, il change complètement de cap et dit que le Sahara occidental a toujours été marocain et invite son peuple à l'envahir. Donc,
ce régime-là, évidemment, ce qui le pousse, c'est d'abord une volonté extérieure de la part des puissances extérieures. Je ne crains pas de les nommer, c'est essentiellement la France qui joue la division de l'Afrique du Nord et la faiblesse de ses États-nations et plus ou moins réussi à convaincre d'autres États qui d'habitude ils marchent ensemble pour certains jeux géopolitiques et géostratégiques dans certaines régions du monde et le Sahara occidental et notre région est victime de cette politique néocolonialiste. Rappelez-vous une certaine déclaration de Giscard d'Estaing qui disait que l'Afrique est le seul endroit du monde où l'on peut encore changer le cours d'histoire avec 500 hommes. Cette vision du monde a des conséquences néfastes sur notre région, entre autres l'invasion par le Maroc du Sahara occidental. Ce faisant, le Maroc y trouve également son compte parce que la mariée est belle. Le Sahara occidental est un territoire extrêmement riche, le plus grand gisement au monde des phosphates exploités à ciel ouvert se trouve au Sahara occidental. Et quelles sont les conséquences justement de cette occupation sur la région nord-africaine et sur l'Afrique de l'Ouest aussi? On oublie souvent la région ouest-africaine. À votre avis, M. Kantibala? Eh bien, c'est une politique néocolonialiste dirigée par la France essentiellement, soutenue par l'Espagne. L'Espagne avait la ferme intention de décoloniser le Sahara occidental au temps de Franco. Le changement est brutal et c'est de 350 degrés. D'un seul coup, l'Espagne a changé de cap et a soutenu cette thèse qui veut que le Maroc doit coloniser le Sahara occidental et au retour, il bénéficie de cette protection. D'où la réponse à votre question. Mais pourquoi le Maroc, qui se met tellement, d'une façon répétitive, au-dessus des lois et qu'il n'est pas banni du banc des nations, n'est pas sanctionné, c'est exactement parce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et donc, évidemment, on rêvait les yeux ouverts d'un axe Paris-Dakar. Le fameux Paris-Dakar est là, sportif, est là pour conforter cette politique, mais du point de vue néocolonial, c'est de ne pas faire dans leur tête aucune rupture entre la métropole coloniale et ses anciennes colonies. Le Sahara occidental n'a aucune intention de couper les liens humains ni les liens commerciaux entre les nations. C'est plutôt les visions néocolonialistes qui veulent que le jeu colonial se perpétue sous d'autres formes. Quant au Sahara occidental, c'est un peuple pacifiste et pacifique. Et d'ailleurs, pour permettre à l'opération référendaire et le règlement pacifique onusien du Sahara occidental de se concrétiser, elle avait quelque part concédé que la brèche de Gargarat soit ouverte au commerce international, mais à condition que le jeu soit accepté des deux parties, c'est-à-dire le Front Polisario fait des concessions, y compris des concessions majeures, mais d'un autre côté, le Maroc fait aussi des concessions de sa part, dans le sens où l'on applique le plan de règlement. Et également l'ONU. Ni l'ONU ni le Maroc n'ont respecté leur part de contrat, et de ce fait, le Gargarat ne pouvait être qu'illégitime. Et advienne que pourra. Très bien, merci monsieur Kantibala pour ces précisions et merci de nous avoir éclairé sur la situation du Sahara occidental et le conflit qui l'oppose au Maroc. Monsieur Ayachi, avant de conclure, j'aurais un dernier mot s'il vous plaît sur la situation dans les camps de réfugiés. Nous savons aujourd'hui qu'il y a plus de 220 000 Sahraouis dans les camps. Un mot sur la situation humanitaire dans les camps. D'abord, les réfugiés sahraouis sont des réfugiés aux normes internationales, c'est-à-dire qu'ils sont à la charge des Nations Unies en tant que réfugiés. Mais laissez-moi rappeler, cela est à l'honneur de notre pays, que quand les réfugiés ont fui les bombardements des avions français, les Jaguars sur ordre de Giscard d'Estaing en 1975, bombardés au napalm mais au phosphore blanc, les Sahraouis ont fui vers l'Algérie. Et l'Algérie, fraternellement, les a accueillis en tant que tels, en tant que frères, mais en tant que réfugiés, donc dans la région de Tindouf, comme vous le savez, où les camps sont installés. Et pendant 9 longues années, l'Algérie a subvenu aux besoins
à titre fraternel. Et nous ne parlons pas d'aide humanitaire, mais comme invités chez nous. Les Sahraouis ont donc été à la charge d'Algérie pendant 9 années avant que l'ONU ne les reconnaisse en tant que réfugiés aux normes internationales. Et par conséquent, il y a les agences de l'ONU maintenant qui sont chargées d'apporter une assistance humanitaire à ce moment-là, que sont le PAM, le ACR, l'UNICEF et d'autres trucs. Mais en fait, 2 choses à dire à propos de ces réfugiés. Ce sont les camps les mieux organisés du monde. Il y a des réfugiés un peu partout dans le monde, mais les camps sahraouis sont les mieux organisés. Et c'est les camps où il y a de moins de déperdition dans le monde, 0,02% de déperdition. Merci, M. Ayachi. C'est la fin de cet épisode consacré au Sahara occidental. J'ai eu le plaisir d'être accompagné par M. Saïd Ayachi, président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, mais aussi depuis Bruxelles de M. Kantibala, envoyé du Front Polisario, chargé de la mission Bruxelles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine.